Salut et bon retour dans notre cours de HeroCode 7, conception géotechnique. Donc, on va essayer de progresser un peu. Je pense que nous sommes toujours sur l'étape chapitre numéro 3, ok? Les essais sur le terrain pour chercher les paramètres du sol, les caractéristiques du sol, ok? Donc, pour ce qui concerne ce chapitre, je pense qu'on avait fait tous ces points-là, du petit 1 jusqu'à 7, ok? Et cette vidéo, on va attaquer un peu ce point-là. Un exemple concret de comment déterminer les paramètres du sol, les valeurs caractéristiques des paramètres du sol. OK? Donc, ce cas-là sera surtout un exemple parce que sur comment obtenir les valeurs caractéristiques des paramètres du sol en utilisant des tests de labo. OK? Mais comme cette partie du chapitre est une partie vraiment importante, on va essayer de faire peut-être deux vidéos supplémentaires en plus de cette vidéo, rien que, en tout cas au moins une vidéo, si cet exemple, si comment déterminer les valeurs caractéristiques des paramètres du sol. Donc, pour cette vidéo, pour cet exemple, on va faire un exemple sur comment obtenir les valeurs en utilisant les tests au labo. Peut-être après, on va faire un exemple qui va utiliser les tests in situ, un test in situ, OK? Donc, pour le moment, je vous demande vraiment d'être vraiment concentré parce que si vous n'avez rien compris de ce chapitre depuis le début, cette partie-là, c'est la partie où vous devez vraiment vous concentrer pour comprendre, pour vous rattraper, OK? Donc, avant de commencer quand même, le chapitre, le fond de la vidéo, parce que l'objectif de la vidéo ici, c'est de déterminer les valeurs caractéristiques du paramètre du sol à partir des tests au labo. Donc, avant ça, je vais faire une introduction d'abord en faisant des petits rappels de ce qu'on a vu avant. Donc, juste la première partie de l'introduction, ça se rappelle, OK? On avait parlé des définitions, les valeurs dérivées. C'est quoi valeurs dérivées? On avait défini ça. Et valeurs caractéristiques aussi, on avait défini ça. Donc, valeurs dérivées, ce sont les valeurs qui sont obtenues directement à partir de vos tests. Soit ces tests, les tests au labo, ces tests in situ. OK? Donc, F là, field, ça veut dire test in situ. L, ça veut dire laboratoire. OK? Donc, si vous avez des tests sur le terrain, F1, F2, des tests au labo, à partir des résultats des tests et des corrélations, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle les valeurs dérivées. OK? Donc, si en ajoutant, en prenant ces valeurs dérivées là, vous voyez ici, en ajoutant d'autres informations et en faisant des sélections, à partir de là que vous obtenez des valeurs caractéristiques. Et notre objectif ici dans cette vidéo, c'est d'obtenir des valeurs caractéristiques à partir des tests au labo. Voilà. À partir des tests au laboratoire. OK? Donc, une autre chose que je vais rappeler, c'est ces deux formules-là. OK? Donc, on avait vu cette formule et cette formule, qui sont des formules statistiques pour obtenir les valeurs caractéristiques. Et ça, c'est juste dans la vidéo qu'on a vu juste avant celle-là. Et la vidéo qui vient juste avant celle-là, on avait parlé de ces deux formules. Comment estimer les valeurs caractéristiques en fonction de ces formules caractéristiques et de ces formules statistiques. Donc, cette formule, XK, donc X,
ça dépend de du paramètre que vous voulez déterminer. Si, par exemple, vous devez déterminer l'angle de friction interne, le X sera phi. Donc, vous allez remplacer ici phi K, phi M, voilà. V, phi. C'est partout où il y a X. X, c'est comme une variable. La variable de l'équation. OK? Donc, on avait dit que XM, donc c'est la valeur moyenne arithmétique. OK? Donc, si vous avez, après vous avoir fait des tests, plusieurs tests de labo, vous allez avoir une moyenne de tous les résultats. Et Vx, donc ça c'est coefficient de variation, c'est-à-dire c'est la variance. En statistique, vous connaissez la variance, non? L'écart type, la variance. Ça, même au lycée, vous connaissez ça. Que vous avez fait affaire de variance, l'écart type. Statistique. En terminale, par exemple. Vous connaissez ça normalement. OK? Maintenant, K1 là, c'est un coefficient statistique. On a dit que vous pouvez retrouver dans beaucoup de bouquins des statistiques et d'informatique. Donc, on va voir ici comment aussi déterminer les K1 là, en fonction du nombre de tests. OK? Donc, on va expliquer ça aussi. Si vous n'avez pas compris ça la fois passée, ici, c'est l'occasion pour comprendre. OK? Et cette formule, venant de cette référence aussi, utilise la moyenne. Et cette formule-là, c'est pour les valeurs caractéristiques, par exemple, pour l'argile. OK? Donc, pour déterminer les CI, CI, si vous vous rappelez, mécanique des sols, en drain, non, conditions non drainées des choses. La cohésion non drainée de l'argile, OK? Qui en même temps, la résistance au cisaillement de l'argile, OK? Les CI. Donc, cette référence propose cette formule pour calculer le CI avec SCI là, c'est S là ici, c'est l'écart type. OK? Donc, statistique, vous avez vu ce qu'on appelle variance, écart type, tout ça. Donc, je voulais rappeler ces deux formules-là parce qu'on va utiliser ces deux formules-là pour calculer les valeurs caractéristiques d'un paramètre du sol ici. Donc, maintenant, on peut commencer, on peut rentrer dans le vif du sujet. OK? Exemple concret, valeurs caractéristiques. Comment déterminer valeurs caractéristiques d'un sol? Application donc de méthodes statistiques pour déterminer les valeurs caractéristiques du paramètre du sol. OK? Donc, ici, nous allons utiliser un exemple qui est dans l'Eurocode. Exemple illustré, cette figure-là, qui montre, donc cet exemple, vous pouvez retrouver paragraphe 10, l'Eurocode, partie 1 de l'Eurocode. Et il y a une note aussi de la note. Donc, cet exemple-là montre trois sondages. 1, 2, 3. OK? Trois sondages. Et les trois sondages, au total, on a 11 échantillons de sol d'argile dure. OK? Par exemple, ce sondage-là, on a 1, 2, 3, 4 échantillons qui sont prélevés. Ces sondages, 1, 2, 3 échantillons qui sont prélevés. Ici, 1, 2, 3, 4 échantillons qui sont prélevés. Donc, au total, on a 11 échantillons de sol qui sont prélevés et qu'on va aller tester au laboratoire pour calculer quoi? Les CU. OK? Le CI qui est la résistance au cisaillement de l'argile non drainée. Résistance au cisaillement non drainé. Parce que c'est la cohésion de l'argile, condition non drainée, qui correspond en même temps. Et je pense que dans le cours de mécanique des sols, vous devez avoir vu ça. OK?
Donc, si vous n'avez pas vu, même dans mon cours de fondation, ingénierie de fondation, là, il y a ça. Donc, ces échantillons-là ont été testés au laboratoire pour déterminer la résistance de cette argile-là, la résistance non drainée, c'est-à-dire les CU. Donc, voici plusieurs valeurs qu'on a ici. 76, 93, 85, 75, donc 83, 76, 70, 74, voilà, toutes ces valeurs qu'on a. Donc, quand on observe les valeurs là, on se rend compte que les CI là, la résistance au cisaillement non drainé n'a aucune tendance. On ne peut pas dire, par exemple, que ça augmente avec la profondeur, par exemple. Parce que vous voyez qu'ici, on a 93, alors qu'ici, c'est 85. Ok? Alors, ici, là, c'était 76. Donc là, ça a augmenté, mais là, ça a diminué. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, en profondeur, ça augmente. Pareil aussi, on ne peut pas dire que entre les sondages, là, il y a une tendance ou bien il y a une grande différence apparente entre les trois sondages. Est-ce que vous voyez? Donc ici, par exemple, ça veut dire tout simplement que de façon verticale, si vous parlez de la surface en profondeur, il n'y a pas une tendance. De façon horizontale aussi, vous partez de gauche à droite ou de droite vers la gauche vers la droite, il n'y a pas une tendance quelconque. Donc, de ce fait-là, nous pouvons dire que notre résistance au cisaillement là, non drainée là, suit une distribution normale. Statistique, vous vous rappelez, distribution normale, terminale, niveau lycée en tout cas. OK? Donc, nous pouvons dire que c'est normalement distribué. Voilà. Donc, ces erreurs-là, peut-être c'est juste des petites erreurs, souvent humaines ou trucs comme ça. But anyway, donc, dans l'exemple de l'eurocode, là, il y a deux parties. La première partie de cet exemple, de cette note de l'eurocode, voici la référence, vous pouvez consulter, voir. C'est une situation dans laquelle où on veut faire une tranchée. OK? C'est-à-dire, on veut couper pour faire, par exemple, une ligne ferroviaire. C'est-à-dire que, vous voyez la ligne bleue là, ici, là. Donc, on veut couper tout ça. On veut couper tout ça. Donc, si vous coupez tout ça, naturellement, il va y avoir une pente ici. Donc, cette pente-là, il faudra qu'elle soit stable. Du coup, le concepteur, l'ingénieur géotechnique, doit vérifier la stabilité de cette pente-là. Donc, stabilité de pente. Cours de géotechnique, encore. Et pour déterminer la stabilité de cette pente, la première étape consiste à trouver la valeur caractéristique de la résistance au cisaillement non drainé de cette argile. OK? Donc, pour ce faire-là, il faut tout de suite aller déterminer une surface de glissement. La ligne de glissement, une ligne potentielle de glissement. OK? La ligne de rupture potentielle qu'il faut aller chercher. Et on voit ici que cette ligne de rupture potentielle là, c'est cette ligne rouge là. Donc, c'est ça, tout ça là peut, la stabilité, cette pente là peut tomber comme ça. D'accord? Donc, ici, cette ligne, quand nous voyons, elle passe en tout cas par plusieurs résultats de test. Vous voyez, ça couvre un peu l'ensemble de tous les tests là, de toutes les parties qu'on a pu tester, voir. Donc, nous pouvons dire avec une confiance de 95% que
Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser la moyenne de ces résultats-là pour dire que c'est ça la valeur de la résistance au cisaillement. Donc, la valeur caractéristique de la résistance du cisaillement que nous allons déterminer peut être basée sur la moyenne de ces valeurs obtenues à partir des résultats des tests de labo. Parce que, tout simplement, la ligne de rupture, là, elle passe par à peu près plusieurs, en tout cas, presque tous les tests, là. Ça couvre des hauteurs, verticalement et horizontalement, ça couvre une grande surface. Okay? Ça vient de là jusqu'à là. Et aussi en termes de verticalement, de ici jusqu'à ici. Okay? Donc, cette zone-là est considérée. Donc, on va utiliser donc la valeur moyenne pour ces cas. Donc, quand je parle de valeur moyenne, c'est-à-dire la fréquence, si vous prenez la fréquence statistique, ça la même troisième, les enfants de troisième font ça. Hein. Les histogrammes, là, les fréquences relatives. OK? Les fréquences relatives, là. Si vous faites pour la moyenne, vous allez voir que la fréquence de la moyenne est plus élevée. Par contre, ici, vous avez des extrémités. Extrémités, valeur extrême faible. Valeur, ici, la valeur extrême inférieure. Valeur extrême supérieure. OK? Mais là, c'est la moyenne. Valeur moyenne. Donc, pour notre cas, on va utiliser valeur moyenne. Parce que tout simplement, la fréquence de cette valeur est élevée. Voilà, moyennement, une valeur moyenne. OK, donc, pour le deuxième cas de cet exemple, là, cette fois-ci, on a affaire à, c'est pas une assise, hein. Bon, c'est la traduction. On a affaire à une semelle. Vous voyez la semelle? À une semelle. Donc, l'ingénieur doit déterminer la capacité portante du sol ici, à cet endroit-là. OK? Donc, vous voyez ici la semelle là, elle va occuper seulement une petite zone du sol. Donc, ce qui veut dire que la zone résistant au comportement de l'état limite, elle est vraiment petite pour ces cas de cette semaine. On est d'accord? Donc, de ce fait-là, cette zone pourrait donc se trouver dans une zone où la force locale, c'est-à-dire est faible. Donc, très faible. On est d'accord? Donc, à cause de ça, nous allons utiliser ici la valeur caractéristique qu'on va calculer là sera donc une valeur locale faible. Donc, l'indice, c'est LK. Donc, qui sera défini comme les fractiles de 5%. Donc là, c'est ce que je disais là, ici, là. 5%. C'est-à-dire, c'est pas une valeur moyenne, c'est ici. Donc, c'est-à-dire la fréquence de cette valeur-là est faible, fréquence relative. Donc, 5% ici. Donc, retenez donc que pour la pente, la stabilité de la pente,
nous allons utiliser une valeur moyenne. Parce que la surface des reptiles là couvre une grande zone. Par contre, pour ce qui s'agit de la fondation superficielle de la semelle là, on va utiliser une valeur extrême faible. Ici. Donc, c'est-à-dire la fréquence de cette valeur est vraiment faible. Voilà. Donc, il faut retenir ça. Parce que la fondation est posée sur une partie vraiment très faible qui représente faiblement l'ensemble des tests qu'on a fait. OK. Donc, nous pouvons maintenant aller pour déterminer ces valeurs-là. Donc, pour ça, je vous ramène les formules. Parce que ce sont les formules qu'on va utiliser pour déterminer. Voici cette première formule et cette formule. Cette formule est utilisée donc pour, comme je le disais au départ, CU, la résistance au cisaillement non drainé là. OK? Donc, cette formule XM moins facteur de 1 moins KN VX. Donc, dans notre cas, le X sera égal à CU, forcément, parce que c'est la résistance au cisaillement non drainé là, on est en train de chercher. Donc, ce sera CIK, CUM, KN, VCI. Donc, vous vous rappelez de toutes ces valeurs-là. Ici, dans notre cas, on a 11 tests qu'on a fait. Et donc, on cherche la moyenne. Cette formule nous demande la moyenne. Donc, on cherche la moyenne. Vous additionnez toutes ces valeurs-là, 76 plus 93 plus 85 plus 75 plus 70 plus 76. Vous additionnez tout jusqu'au dernier et vous divisez par 11, puisque le total c'est 11. Donc là, vous allez avoir la moyenne qui sera 79 kilopascales. OK? Maintenant, la formule nous demande quoi encore? Kn. Le Kn là, on va revenir sur ça après. Mais la formule nous demande aussi Vx. Vx là, j'ai dit que c'est quoi? Le Vx, c'est la variance, coefficient de variation. C'est la variance. OK? Et la variance, vous connaissez, si vous avez fait statistique en terminale, vous connaissez l'écart type et la variance en statistique. L'écart type, c'est ce qui est ici, là. Donc, voici une formule, pour ceux qui ne connaissent pas, la formule de l'écart type et la variance. Donc, vous, pour l'écart type, voici la formule. Ici, là, les sigma et puis les S, c'est la même chose, hein. Même si les symboles, la signification, c'est la même signification. OK? Donc, comment vous calculez l'écart type? XI, c'est-à-dire c'est chaque valeur représente un XI. Ici, XI. Moins, mu ici, c'est la moyenne. Ici aussi, même si les noms, les symboles n'est pas pareil, la signification est la même. Donc, chaque XI, vous faites moins la moyenne, divisé par, et bien sûr, vous portez au carré et vous additionnez le tout. Après, les N là, c'est le nombre d'échantillons, le nombre total d'échantillons. Donc, comment ça marche? Vous prenez XI, vous prenez par exemple 76, moins mu, moins la moyenne, moins 79. Vous portez au carré. Vous laissez ça de côté pour additionner après. Vous prenez après les 93, moins la moyenne.
79 et vous portez au carré. Les résultats portés au carré. Vous additionnez à la valeur précédente. Vous prenez encore ici 87, 85, moins 79, le tout au carré. Vous allez voir souvent, si vous faites moins, c'est négatif, souvent c'est positif. Mais porter au carré, ça devient forcément positif, non? Donc, à chaque fois que vous faites ça, vous additionnez pour le résultat de celui-là, pour le résultat de celui-là, puisque les sigma, là, c'est la somme, la sommation. On ne peut pas expliquer plus détaillé que ça. Donc, vous additionnez tout pour avoir. Après, vous divisez par le nombre d'échantillons qui est 11 ici. Donc, après, évidemment, il faudra faire racine carrée. Et c'est comme ça que vous allez obtenir l'écart type. Maintenant, si vous avez l'écart type divisé par la moyenne, dans notre cas ici, la moyenne, mu là, ici, la moyenne. L'écart type divisé par la moyenne, c'est ça seulement qui vous donne la variance ici, 0,08. Maintenant, si vous multipliez par 100, ça va faire 8%. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas pourcent là, il n'y a pas pourcentage. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été multiplié par 100. Donc, 0,08. Voici ce que vous avez. Okay? Par contre, cette formule-là, vous avez besoin juste de la variance, de l'écart type. Ça, c'est en anglais, hein, standard deviation, coefficient of variation, variance. OK? Donc, pour cette formule, vous avez juste besoin de l'écart type en utilisant cette formule. J'espère que c'est vraiment clair. OK. Donc, en utilisant donc ces formules-là, on peut avoir ces valeurs-là, caractéristiques, pour nos deux cas. Valeur globale, valeur caractéristique globale, c'est-à-dire moyenne. Vous vous rappelez, on a dit que pour ce qui concerne la stabilité de la pente, on va utiliser une valeur caractéristique moyenne. Globale, en fait. OK? Valeur caractéristique globale. Par contre, pour la semelle, on va utiliser valeur caractéristique locale. Donc, local. Donc, ce que vous voyez ici, local characteristic value, ça c'est pour la semelle. Global characteristic value, ça c'est pour la pente, stabilité de la pente. On est d'accord? Donc, ici, pour la stabilité de la pente, on va utiliser deux formules. Cette formule. Ce sont les deux formules qui sont là. OK? Maintenant, pour la semelle, on va utiliser juste cette formule-là qui est là. Donc, vous voyez, donc, CU, donc, la résistance au cisaillement, valeur caractéristique de la résistance au cisaillement. Donc, vous utilisez la moyenne, 79, facteur de 1 moins Kn. Kn, pour ce qui concerne, si on est en valeur globale, c'est-à-dire moyenne, le Kn, on vous a donné ici 0,55. OK? Donc, vous remplacez le Kn par 0,51. Le V, c'est ce qui est là, 0,08. Donc, si vous faites bien les calculs, vous allez obtenir 75,5. On est d'accord? Après ça, on utilise l'autre formule, cette formule. Donc là, on a besoin juste de la moyenne, moins 0,5 multiplié par l'écart type. Voilà. La moyenne qui est là, 0,79, moins 0,5 fois l'écart type. L'écart type, je vous ai montré comment calculer ça. Donc, vous allez obtenir, là, on n'a pas besoin de Kn, 75,8. Donc, on voit ici que cette formule de la référence là nous donne à peu près les mêmes valeurs que la formule statistique. Donc 75,5, 75,8. Ça, c'est pour ce qui s'agit des valeurs globales, la valeur caractéristique globale pour la stabilité de la pente. Voilà. OK? Donc,
On part maintenant, on applique la même formule, la formule qui est là, en haut, là. On applique la formule pour les cas maintenant de la semaine, la valeur caractéristique locale. Donc, pour la valeur caractéristique locale, on vous dit que le Kn égale à 1,89. C'est la seule différence. Hein? C'est la seule différence. Global, c'est 0,55. 0,55. Local, c'est 1,89. Voilà. Donc, vous appliquez la formule encore. La moyenne, 79. 1 moins le Kn qui est là. V, le VCI, c'est 0,89. 0,08. Voilà, vous obtenez 67,2. Vous voyez que 67,2 là, c'est vraiment petit, quoi. Ils ont mis, la formule nous donne une valeur minimale possible. Vous voyez que c'est plus petit que toutes les valeurs qui sont ici. Voilà. Donc là, c'est ce que vous allez utiliser pour donner. Vous allez donner cette valeur-là à celui de l'ingénieur structure, par exemple, pour pour calculer la semelle, les aciers, les, les aciers dans la semelle, et la largeur de la semelle, par exemple, en fonction de la champ de charge. C'est simple, hein? Voilà. Mais faut pas oublier que ça, c'est valeur caractéristique. Faudra après ajouter les coefficients partiels là, divisés pour avoir les valeurs de dimensionnement. Parce que valeur caractéristique, c'est différent des valeurs de dimensionnement. Voilà, faudra diviser encore avec un coefficient de sécurité pour avoir valeur de dimensionnement. Maintenant, c'est pas tout ça. La question ici, c'est comment est-ce que ces Kn là, comment ces Kn là, ces valeurs de Kn là, comment on les a obtenues? Voici la grande question. Comment vous obtenez ces Kn 0,55 et 1,89? OK? Donc, c'est ça, on va expliquer tout de suite. Donc, définition de valeur du paramètre statistique Kn. Comment Kn est obtenu? Donc, pour que si vous avez d'autres exemples, si vous devez faire ça, vous pouvez utiliser. Donc, valeur globale. Si vous avez affaire à une valeur globale, comme dans notre cas des pentes là, et que cette valeur est statistiquement connue, on va définir tout de suite ce qui veut dire statistiquement connu là. Voici la formule des Kn que vous devez utiliser. Ici, c'est pour chaque cas, quoi. C'est cas A1, AD, B1, BD. A1, c'est pour valeur globale. AD, c'est pour valeur globale aussi. Donc, les A, c'est pour des valeurs globales. C'est le cas de notre stabilité des pentes. Par contre, pour les B, là, c'est des valeurs extrêmes. Le cas de notre semelle. Donc, extrême, extrême. Seulement, en haut, le 1, c'est le cas où le paramètre est statistiquement connu. Le B, le D, c'est là où le paramètre est statistiquement inconnu. Donc, pour dire que le B, là, va vous donner un KN plus élevé, quoi, normalement. Ça va diminuer la valeur de votre paramètre caractéristique, j'allais dire. OK? Donc, généralement, quand on dit qu'un paramètre statistique est considéré comme connu, ça veut dire que ce paramètre-là, le coefficient de variation, c'est-à-dire la variance ou la limite supérieure réelle de ce facteur
est déjà connu sur la base des données antérieures, des données passées. C'est en ce moment qu'on dit que la valeur est connue. OK? Donc, en dépendant si c'est connu ou c'est inconnu, ou si c'est global ou extrême, voici les 4 formules que vous devez utiliser. Maintenant, dans ces formules-là, qu'est-ce qu'on a? On a N. N, vous voyez N? N, c'est le nombre d'échantillons, tout simplement. Donc, ça, c'est facile. Dans notre cas, c'est 11. Mais il y a un autre facteur qui est T. Vous voyez des T là? T, T. Donc, ce T là, c'est un autre coefficient que vous devez déterminer. Donc là, je reviens sur chose extrême. Encore une fois, ce sont les extrêmes qui sont là. OK? Global, c'est-à-dire moyenne, average. Quand vous voyez ici average, ça veut dire moyenne en anglais. Voilà, extrême, c'est extrême. Hein? Voilà. Donc, les extrêmes, c'est ici. Dans notre cas, c'est extrême et inférieur. Voilà. Moyenne, là, c'est ici. Voilà, XM, vous voyez. Donc, pour expliquer ça. Donc, pour revenir au facteur T, T qui est là, c'est T là. Voici un tableau qui donne les valeurs du T. Dépendant du niveau de confiance. 90%, 95%, 97,5%, 99%. En fonction du niveau de confiance, la valeur du T va changer aussi en fonction du nombre d'échantillons, les N ici. Par exemple, si le N, ce niveau de degré de liberté du nombre N est infini, c'est le cas ici. Infini, infini, vous voyez? Quand c'est infini, vous lisez la valeur limite ici. Vous voyez que quand c'est infini, ça devient constant. La droite, les courbes là deviennent constantes après. Je vais dire, deviennent parallèles après, quoi. Deviennent horizontales après. Voilà. Donc, et dans ce cas, vous devez juste lire la valeur ici extrême là. Ça peut aller. Dépendant du niveau de confiance. OK? Et pour ce qui s'agit, pour ce qui concerne ces deux cas-là, vous faites seulement n moins 1. Par exemple, notre cas, c'est n, c'est 11. 11 moins 1, ça fait 10. Donc, vous venez ici et puis vous, dépendant du niveau de confiance, si c'est 95%, dans notre cas, c'est 95%. C'est ici. Et ceux qui vont me demander pourquoi c'est 95% là, on a déjà défini, on a déjà parlé de ça en haut. Plus haut. On a dit que comme à 95%, on est sûr que en utilisant la moyenne, parce que la rupture, la ligne de rupture qu'on a tracée là, elle passe par plusieurs résultats de tests. OK? Donc, on peut être sûr, confiant à 95% que si on prend la moyenne totale de ces résultats-là, ça va aller. Donc, on est sûr à 95%. Voilà. À ne pas confondre avec ces fractales. Donc, je prends un exemple. Dans le cas où 95% de confidentialité au niveau de confiance est à infini, un degré de liberté infini, donc on aura cette valeur-là pour T, c'est-à-dire ici. Ce cas ou bien ce cas, le T, valeur de T, ça va être 1,645. Donc si vous regardez ici, le niveau ici, cette ligne-là, c'est 1,5. Et là, ça va faire 1, vous voyez, 600 quelque chose. 645. C'est juste un exemple, OK? Donc, en utilisant donc la formule, ces formules-là, et les T, et cette courbe-là, T, en remplaçant, vous voyez qu'ici, c'est T seulement qui manque
en utilisant CT et puis les N, vous pouvez faire cette courbe-là, ce graphique-là. OK? On a deux courbes. On a deux courbes ici aussi, on a deux courbes ici. Donc, pour ces deux courbes qui sont là, ici c'est écrit coefficient pour 50% des fractales. 50% des fractales, ça veut dire que c'est la moyenne. Vous êtes au milieu. Je repars un peu sur la courbe. Si expliquer, je repars en haut derrière pour expliquer. Voici la courbe. 50%, vous êtes là. C'est-à-dire, c'est la valeur globale, là, c'est la moyenne, là. Par exemple, si c'est 5%, c'est ici ou là. OK? Donc, quand on dit les fractales, 50%, c'est au milieu ici. Donc, ce qui correspond à notre cas de glissement de terrain. J'ai dit, bon, stabilité de pente là. OK? Et si là, c'est ce qui correspond pour notre cas des semelles, c'est-à-dire les 5%. 5% et 50%. Donc ici, 50%, c'est notre cas de stabilité de pente. Donc voici la courbe qu'il faut lire. Et c'est la courbe ici là, variance non connue. Nous ne connaissons pas la variance de la moyenne là. Donc vous allez lire ici. Par contre, pour la fondation, pour la semelle, c'est 5% ici, là, les fractales. Je vous ai expliqué ça tout de suite en utilisant la fréquence cumulée, là, la courbe diagramme de fréquence cumulée. OK? Donc là, c'est la courbe violet, là, vous allez utiliser et pour obtenir. Donc, si on part avec n égale à combien? N égale à 11. Là, c'est 10. Et c'est logarithmique, hein? 10 ici, ça veut dire qu'ici, c'est 20, c'est 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100. OK? Donc, si ici c'est 10, ici ça sera 20. Donc, 10, 11 sera autour de là. Donc, si vous plotez ici la courbe, c'est cette courbe-là. OK? Pour le cas des valeurs globales, là, pour la pente, stabilité de la pente, c'est un peu au-dessus de cette ligne. Un tout petit peu au-dessus de 0,50. Donc, on peut dire que c'est ça qui est 0,55 là. Et c'est ça qui fait qu'on a ici 0,55. Donc, en utilisant ce graphique-là, vous avez tout. Les valeurs de Kn, coefficient Kn. OK? Donc, c'est pour cela que vous avez ici 0,55. Maintenant, si on part pour la fondation, la semelle là, là, vous allez avoir ici, même chose, n égale à 11. Donc, vous allez avoir ici une valeur de 189. 1,89, sorry. Voyez que ici, c'est D. Cette ligne en haut là, c'est D. Voici la valeur, c'est D. Kn égale à 2. Donc, ici, vous allez tomber sur 1,89. Donc, c'est les 1,89 là qu'ils ont donné ici dans ce tableau. Donc, voici pourquoi vous avez ces deux valeurs-là. 0,55 ici pour la valeur globale. Globale, c'est 50% et 1,89 pour les valeurs extrêmes. 5% des fractales. Donc, ici, là. OK? Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu ces valeurs de Kn. Donc, désormais, vous pouvez utiliser ces tableaux-là pour la détermination de Kn. OK? Donc, il faut juste vous rappeler que cet exemple qu'on a pris, c'est un exemple de un exemple qui utilise les résultats de labo pour déterminer valeur caractéristique d'un paramètre géotechnique. OK? Donc, il y a possibilité d'utiliser aussi des tests, des essais in situ pour déterminer les valeurs caractéristiques.
OK? Donc, prochainement, on va faire un exemple qui va utiliser un essai in situ pour déterminer la valeur caractéristique d'un paramètre du sol. Ici, ces paramètres qu'on a utilisés, c'est la résistance au cisaillement non drainé d'une argile dure. Ça pouvait être l'angle de frottement interne d'un sol, du sable, d'un sable, par exemple. OK? Mais ça sera la même procédure seulement, à peu près la même procédure. On est d'accord? Si c'est test au labo, utilisez les statistiques. Par contre, s'il s'agit d'un essai in situ, d'un test in situ, vous allez voir qu'on peut proposer une autre méthode. Et c'est ce qu'on va essayer de voir la prochaine fois. Donc, on va arrêter là. Je vous remercie beaucoup et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.